Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais me présenter. Je suis Annick Tellet. Je suis conseillère cadre en études de la recherche et responsable du Bureau d'évaluation des projets au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et c'est moi qui procédera à l'animation de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour ce webinaire qui est intitulé Être allié et infirmier, infirmière, de la posture d'écoute au devoir d'advocacy pour redonner une voix aux personnes soignées. Donc, cette activité aujourd'hui est organisée par la collaboration de deux centres de recherche qui sont affiliés au CIUS. Donc, le premier est le CREMIS, qui est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Et le second centre de recherche est le CRUGM, donc le Centre de recherche de l'Institut universitaire de Montréal, de gériatrie de Montréal, pardon. Il y a également trois directions du CIUS qui sont impliquées dans cette activité. Donc, la première est celle des soins infirmiers, la seconde est celle de l'enseignement universitaire et de la recherche, et la troisième est celle de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique. Donc, merci à tout le monde pour cette belle organisation, pour ce super webinaire. Donc, avant de débuter, j'aimerais peut-être donner des petites consignes d'usage. La première est que je souhaite vous informer que le webinaire sera enregistré et que l'enregistrement sera ultérieurement rendu disponible sur YouTube. Les présentations seront également accessibles suite à les présentations PDF seront accessibles au webinaire. Donc, un courriel qui va vous être envoyé à cet effet pour vous donner les modalités d'accès à ces informations. Le second point s'adresse davantage au personnel, aux membres du personnel du CIS du Centre-Sud. Donc, si vous souhaitez faire reconnaître votre participation à cette formation, il va falloir remplir un formulaire qui se retrouve dans la section Converser, donc du modèle Zoom, et transmettre l'information par la suite. Si vous avez des questions à cet effet-là, Denise, qui m'aide avec le volet animation, pourra répondre à ces questions. Je suis heureuse de vous présenter les quatre panélistes qu'on a l'honneur d'avoir aujourd'hui. Donc, le premier est Pierre Parizeau-Legault. Monsieur Legault est professeur agréé au département de sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais et il est également chercheur au CRENIS. On aura également comme panéliste Vincent Thériault, qui est infirmier, chargé de formation pratique à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Il est également étudiant au doctorat en sciences infirmières à l'Université de Montréal sous la direction de Mme Anne Bourbonnais, qui est chercheuse au CRENIS. On a également la chance d'avoir deux personnes du CIUS qui sont des conseillères en éthique clinique et organisationnelle, donc Annie Brouillette et Marie-Alexandra Gagne. Donc, je souhaite vous informer qu'il va y avoir une période de questions et d'échanges avec les participants qui va avoir lieu à la suite des quatre présentations. Le tout va se faire via le module Zoom questions et réponses. Donc, si vous avez des questions tout au long des présentations, je vous invite à aller les écrire et suite à la période de questions, je pourrai les adresser aux panélistes. Également, je souhaite vous dire que si vous avez des enjeux plutôt techniques, n'hésitez pas à écrire à Denise via le module chat ou converser et elle sera un plaisir de vous répondre et de trouver une solution à la problématique. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre premier conférencier. Donc, Pierre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Annick. Ça marche au niveau du son, j'imagine? Oui, parfait. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci énormément de m'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de participer là, à cette semaine de la mission universitaire et également de vous parler là, des enjeux associés à la posture de l'allié. Je salue également là, les membres de mon équipe qui ont participé à cette réflexion-là qu'on mène là, depuis, je vous dirais, peut-être un an ou deux. Là, donc, Clara Lessard-Deschênes, Sophie Sergerie-Richard, qui sont étudiantes au doctorat à l'Université de Montréal. J'ai une déclaration de conflit d'intérêt à faire également là, avant de débuter. Là. Sachez que j'ai été réviseur directeur scientifique pour différents ouvrages là, publiés aux éditions Chenelière et RP. Également, je suis titulaire de subventions de recherche d'organismes provinciaux et fédéraux. Ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui, ça va être de vraiment répondre et d'atteindre ces trois objectifs suivants-là. Donc, d'un côté, de comprendre la posture alliée, là, ça vient d'où là, en termes d'origine sociale, historique.
Ensuite de ça, de décrire en fait ce qui la caractérise au quotidien de la pratique d'intervention en santé, principalement au niveau des personnes qu'on dit souvent en besoin de protection. Moi, je m'intéresse comme chercheur principalement aux populations qui sont plus à la marge de la société, donc marginalisées. La réflexion qu'on mène là, sur la posture alliée vient beaucoup de projets qui sont issus là, des recherches qu'on fait, soit par exemple en contexte de protection de l'enfance et également en contexte de psychiatrie légale. Et finalement, ça va être d'identifier les enjeux qui facilitent ou qui peuvent entraver l'expression d'une posture d'allié par les infirmières qui vont œuvrer auprès de ces personnes. On pourrait commencer en fait par une courte citation de Lila Watson, qui est une personne académicienne, également une artiste australienne, qui nous dit la chose suivante, là, si vous êtes venu pour m'aider, ben, vous perdez votre temps. Par contre, si vous êtes venu parce que votre libération est liée à la mienne, alors on pourrait peut-être travailler ensemble. Et cette citation-là décrit très, très bien, à mon avis, ce qui caractérise la posture de l'allié en santé et l'usage qu'on peut en faire aussi pour informer nos pratiques sur le plan un peu plus éthique. Donc, si on s'intéresse en fait aux origines puis aux principes fondateurs de la posture alliée, ce qui est important de savoir, c'est que on retrouve là, les premières conceptualisations de cette posture-là dans dans le contexte des droits civiques américains, du mouvement des droits civiques américains là, qui a eu cours au tournant des années 1960. On voit qu'à cette époque-là, en fait, euh, il y a le développement de la posture de l'allié là, qui concerne surtout la reconnaissance des droits des femmes, des personnes issues de minorités sexuelles et culturelles. Et c'est par la suite de ce mouvement-là que le concept va être élargi à d'autres types de groupes qui sont là, confrontés à l'oppression. Donc, on voit que c'est un concept qui a des origines historiques très précises et qui a donc une fonction sociale assez spécifique en termes de temporalité. Mais jusqu'à aujourd'hui, on associe ce concept-là à plusieurs luttes pour la reconnaissance. Et ces luttes-là sont intimement reliées aux pratiques d'intervention aussi auprès de populations qui sont plus traditionnellement marginalisées. Euh, si on essaie de comprendre là, ce qui caractérise la posture de l'allié, on voit qu'un allié, ce que ça va faire en premier lieu, c'est de chercher à lutter contre les rapports de domination qui sont entretenus par les groupes qu'on dit privilégiés au sein de la société. Et c'est là que cette thématique-là devient intéressante aussi pour des groupes professionnels, dont les infirmières. On sait que être infirmier, infirmière, ça vient également avec un certain privilège en termes d'autorité, par exemple, en termes de relations de pouvoir dans les relations de soins. Et on voit donc qu'on comprend peut-être un peu mieux pourquoi, là, souvent, on voit que les infirmières, on les décrit comme étant des alliés importantes là, au quotidien des soins de santé. Par contre, ce qui est peut-être un peu plus évacué, ce qui est un peu plus souvent oublié et ce qui est pourtant extrêmement important, c'est de savoir que la posture d'allié va demander aux membres de groupes privilégiés d'utiliser leurs privilèges au bénéfice des groupes marginalisés. Et là, pour certaines personnes, ça peut être un peu plus abstrait. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est partir de la mise en situation suivante. Donc, si on prend l'exemple de Sacha, qui est une infirmière praticienne spécialisée en première ligne au sein d'une équipe SIP, donc Service intégré en périnatalité et pour la petite enfance, on va prendre cet exemple-là pour un peu illustrer ce que ça implique au quotidien. Et je vois qu'il y a une faute d'orthographe, là, je m'en excuse. Au cours des derniers mois, donc, Sacha, notre infirmière, a remarqué une augmentation importante des signalements au directeur de la protection de la jeunesse, donc à la DPJ, de l'ordre de plus de 25 Lorsqu'elle va discuter de la situation avec ses collègues, on va lui répondre que les signalements sont considérés dans les meilleures pratiques en raison de la protection qu'ils offrent aux familles vulnérables et qu'en plus, le signalement permet parfois d'obtenir des services mieux adaptés à la situation des familles. On lui indique aussi que la menace d'un signalement a souvent pour effet de convaincre les parents récalcitrants d'accepter les soins offerts. Par contre, avec son expérience, Sacha va avoir des constats un peu différents. Elle va remarquer, par exemple, que ce sont souvent les conséquences de la précarité socio-économique qui sont les plus évoquées comme motif de signalement. Elle remarque aussi qu'il y a plusieurs familles sous sa responsabilité qui lui expriment que cette mesure est très anxiogène et qu'elle mène même certaines familles à ne pas recourir aux services qui leur sont destinés par peur qu'un signalement soit réalisé. Sacha se sent donc dans une position délicate parce que d'un côté, elle souhaite que ses usagers puissent faire valoir leur voix et leurs préoccupations, mais de l'autre côté, elle ressent une certaine pression de faire ce qui est communément accepté par son équipe et par son milieu. On voit donc qu'à partir de cette mise en situation-là, il y a des choix qui s'imposent au quotidien de la pratique et que ces choix-là peuvent être informés par une posture d'allié.
encore là, le but ici, ce n'est pas nécessairement d'avoir une affirmation morale à l'effet que tout le monde devrait être des alliés, que tout le monde devrait être des excellents alliés. En fait, on va voir au cours de la présentation qu'être un allié, c'est avant tout être imparfait, avoir conscience également de sa position, de ses privilèges et essayer de faire de son mieux pour que les choses changent. On peut également situer Sacha dans un spectre qui va de témoin passif à complice. On voit que le témoin passif, ça va être quelqu'un qui finalement va constater les choses sans nécessairement prendre action. Et cette personne-là peut décider dans une situation précise de se dire, ben non, ici, moi, je constate des choses, puis je vais essayer tranquillement de faire avancer ou de faire changer certaines habitudes de pratique sans nécessairement prendre des risques. Donc, là, on passe de la position de témoin passif à témoin actif, où on parle un peu plus, on prend un peu plus la parole pour que les choses changent. Là où ça implique une prise de risque supplémentaire, puis même des interventions qui ont peut-être un peu plus d'effets structurels, c'est finalement quand on passe de la posture de témoin actif à la posture d'allié. Où là, vraiment, ce qu'on souhaite faire, c'est pas seulement prendre compte ou acte de la situation, mais travailler avec les personnes qu'on soigne pour finalement qu'il y ait des changements qui soient à leur bénéfice. Et on voit dans la littérature, parce qu'on s'est intéressé beaucoup à l'usage de ce terme-là dans la littérature scientifique, qu'il y a un autre concept qui s'appelle celui de complice, en fait, qui est encore plus avancé en termes de prise de risque, en termes de prise de parole, où là, vraiment, on va essayer d'agir en toute complicité avec les personnes soignées. Donc, on voit que les personnes peuvent bouger à l'intérieur de ce spectre-là, et c'est possible qu'une situation nous mène à un témoin passif pour plein de raisons, et qu'une autre situation, on évalue qu'on a une marge de manœuvre suffisante pour être plus un allié comme tel. Donc, c'est important ici de préciser que cette positionnalité-là va varier selon les situations également. Donc, je vous invite à garder en tête l'histoire de Sacha pour comprendre, mettre en relation, appliquer là, ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, si on essaie d'identifier les principes fondateurs de la posture, on voit que dans un premier temps, c'est d'utiliser ses privilèges pour soutenir des changements structurels associés aux injustices. Le deuxième élément qui est important à retenir, c'est que la finalité de la posture alliée, c'est vraiment de mettre fin aux dynamiques d'oppression, d'exclusion sociale, puis de marginalisation. Et finalement, cette posture-là va être également informée par des principes d'équité, de réciprocité, d'ouverture, mais aussi d'autodétermination. Donc, on voit que ce qui dirige un peu nos interventions en termes de principes éthiques, c'est vraiment tout ce qui relève de l'équité, de la réciprocité, d'ouverture à la différence et d'autodétermination des personnes. Pourquoi on dit qu'en soins infirmiers, les infirmières sont des alliés naturels? En fait, quand on s'intéresse à l'état de la littérature, on voit qu'il y a 3 éléments qui ressortent de cet argumentaire-là. Le premier élément, c'est que les infirmières sont en position où elles ont à la fois un lien de proximité, donc un travail de chevet auprès des personnes, mais également une influence qui est un peu plus systémique dans l'organisation des soins. On voit également qu'on accorde une très forte crédibilité au personnel infirmier. Hein. La population a confiance au personnel infirmier et que cette confiance-là donne également la possibilité aux infirmières d'exercer un leadership important sur plusieurs questions. Par contre, ce qu'on voit également dans la littérature, et c'est l'élément qui est sans doute le plus préoccupant pour l'expression d'une posture d'allié, c'est que même si on les décrit comme des alliés importants auprès des personnes marginalisées, on voit qu'il y a un pan de la littérature scientifique qui décrit aussi l'envers de la médaille. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs études puis écrits scientifiques qui vont remettre en question la posture de l'allié et son existence, notamment en sciences infirmières puis en travail social. Parce qu'on estime en fait que les professionnels de la santé, dans plusieurs situations, vont contribuer aux dynamiques d'oppression puis de marginalisation. Il y a plusieurs écrits qui nous viennent notamment des soins psychiatriques où on en vient identifier que la pratique infirmière en psychiatrie, c'est en fait une extension de la psychiatrie, beaucoup plus qu'une pratique autonome. Donc, on constate en fait un état de subordination de l'autorité médicale plutôt que l'expression d'une véritable posture d'allié où là, les infirmières vont être autorisées à une plus grande prise de risque, à une plus grande liberté de parole, à une plus grande agentivité sur le plan moral. Et on y reviendra à ce concept-là dans les prochaines diapositives. Donc, quand on parle d'agentivité comme telle, si on prend le temps de la définir très sommairement, on voit que l'agentivité, ça correspond à la manière dont les infirmières vont se percevoir elles-mêmes comme agents moraux et dont les autres, et la manière aussi dont les autres les perçoivent à titre d'agents moraux. Donc, une perception à l'effet d'être capable de prendre des décisions de manière autonome, d'agir de manière également autonome sur les événements auxquels on est confronté.
Cette identité-là, ici on parle de l'identité infirmière, mais l'identité professionnelle, en fait, elle se décline en fonction de la discipline. Elle va se construire au fil de la socialisation des infirmières, à partir de leur formation, donc des cours qu'elles vont suivre pour accéder à la profession, jusqu'au travail de terrain ou au travail de gestion pour celles et ceux qui sont gestionnaires. Donc, on voit que l'agentivité, c'est beaucoup plus une question de dynamique, de socialisation, que quelque chose qui est strictement défini, qui ne change pas et qui est figé dans le temps. Si on prend une deuxième mise en situation maintenant, pour continuer notre réflexion, toujours sur l'aspect de l'agentivité, et également, on y reviendra, là, des conflits de loyauté. Si on prend ici Dakota, qui est infirmier sur une unité de soins critiques d'un hôpital psychiatrique, on voit que lors de l'admission d'un patient en psychose aiguë sous garde préventive, on remarque que le délai de 72 heures prévu à la loi est échu depuis plus de 4 heures. Et lorsqu'il va rencontrer le patient, le patient lui indique à Dakota qu'il souhaite quitter l'hôpital immédiatement. Il ne semble pas avoir été informé de ses droits. Et devant cette situation-là, les collègues de Dakota lui conseillent de répondre au patient, mais qu'il attende de voir le médecin, en fait, parce que c'est au final lui qui prend la décision. Donc, au cours des heures suivantes, le patient se présente au poste régulièrement, il réitère sa demande, il s'agite de plus en plus, devient également verbalement agressif. L'équipe est toujours en attente du médecin malgré plusieurs démarches pour le notifier de la situation et Dakota considère que les droits de l'usager ne sont pas respectés. Il va donc prendre la décision par lui-même d'expliquer à l'usager la situation avec transparence et le référer à un organisme de défense des droits. Cette démarche d'accompagnement-là a eu pour effet de rassurer l'usager, mais a aussi créé un important conflit dans l'équipe, allant jusqu'à isoler Dakota de ses collègues. Et donc, pour poursuivre sur cette idée-là d'agentivité, le fait d'être capable de prendre une décision informée par des principes éthiques et de manière autonome, on voit que l'éthique de la santé, en fait, ça a longtemps souligné la primauté de la loyauté envers les personnes soignées de la part des professionnels de la santé. Par contre, actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'en raison de plusieurs obligations, notamment celles associées à la sécurité du patient, mais également à la sécurité publique, on demande de plus en plus aux professionnels de la santé de contrebalancer leur dévouement envers ces personnes avec les objectifs de tierces parties, dont du gouvernement. Et ici, on a les travaux là, du groupe de recherche sur les conflits d'allégeance qui nous informent un peu de cette situation-là. Et donc, l'évolution sociale puis historique des soins infirmiers, ce qu'on réalise quand on s'intéresse à l'autonomie du personnel soignant, à sa capacité d'exprimer une posture d'allié, c'est que finalement, les infirmiers, infirmières et d'autres types de soignants vont être intégrés à des systèmes particulièrement hiérarchiques qui vont contribuer en fait à restreindre leur agentivité morale. Et on voit donc que l'idéal de cette loyauté-là envers le patient doit se négocier également avec une loyauté envers les établissements de santé et envers le médecin. Donc, on parle d'une loyauté un peu plus déontologique quand on parle de loyauté envers le patient, de loyauté un peu plus légaliste quand on parle de la loyauté envers l'employeur, par exemple, et d'une loyauté symbolique envers le médecin pour des raisons qui sont historiquement très bien documentées, là, du moins pour le personnel infirmier. Donc, on voit donc que l'idéal de la pratique, d'être au service de l'usager, ça fait l'objet d'un processus de négociation qui peut être houleux et qui amène des effets concrets là, sur les pratiques de soins. Ce qu'on voit, puis si on reprend l'histoire de Dakota, qui a pris une décision et qui finalement est un peu isolé de son équipe, pour qu'un conflit de loyauté existe ou d'allégeance, ça prend ces 4 éléments-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a des obligations simultanées. J'ai des obligations envers mon patient, mais il y a aussi toutes les obligations informelles envers l'équipe. Ces obligations-là vont être compétitives, elles cohabitent ensemble d'une manière très difficile. Et il va y avoir également un déséquilibre des pouvoirs. Dans le cas de Dakota, on voit que le déséquilibre des pouvoirs cible principalement le non-respect des droits de la personne en ce qui concerne l'application d'une garde préventive. Et ça va finalement résulter en un conflit de rôle, où là, l'infirmier lui-même va se dire, oh, il y a quelque chose qui se passe, oui, dans l'intervention, mais aussi dans la façon dont moi, je me perçois dans mon rôle, dans la façon dont les valeurs de mon intervention ou les valeurs de ma profession entrent en conflit entre elles. Et il y a également certains facteurs qui peuvent contribuer au risque de conflit d'allégeance, surtout associés à la discrimination, au processus de stigmatisation, mais également à la culture organisationnelle qui est orientée vers la répression ou qui concentre le pouvoir décisionnel entre les mains de certains groupes professionnels. Et il y a plusieurs façons de réagir à ces conflits-là. On peut choisir de collaborer activement au processus non remis en question de prise en charge de la personne, même si c'est associé à des problématiques en termes de qualité des soins. On peut également choisir de se désengager complètement, de se dire, oui, il y a un problème, mais en même temps, moi, je ne souhaite pas m'engager là-dedans plus longuement. Donc, je choisis plutôt de me désensibiliser de la situation.
Il peut y avoir une réaction de fuite qui explique également le phénomène d'attrition chez certaines infirmiers et infirmières où finalement on quitte la profession, où on change de service parce qu'on est incapable de faire sens avec les pratiques qui sont en place. On peut également choisir l'advocatie, donc le fait de parler pour la personne, ou alors d'y aller vraiment dans les actions subversives, où on remet en question l'ensemble du système, quitte à prendre des risques, en fait, pour sa propre pratique. Mais la question reste donc entière. Qu'est-ce qui va finalement faciliter, ou est-ce que même l'expression d'une posture d'allié, c'est quelque chose de possible en soins infirmiers, compte tenu de ce qu'on vient de discuter sur l'agentivité, puis ce qui contraint également le soin là, dans ses fonctions premières? Quand on s'intéresse à l'usage du concept de posture alliée en santé et en santé mentale plus particulièrement, on voit que certains auteurs vont estimer que la posture d'allié, c'est directement rattaché à la notion d'advocacy, donc de représenter la voix des personnes qui ne peuvent s'exprimer. Il y a plusieurs auteurs, par contre, qui estiment que cette conception-là de la posture alliée, qu'on retrouve très fréquemment en soins infirmiers, ça va plutôt contribuer au maintien de groupes dominants dans une position de charité envers les groupes qui sont les plus opprimés. Donc, on se rappelle en ce que Lila Watson nous disait, la question, c'est pas d'être sauvé, la question, c'est de savoir si le processus d'émancipation, c'est un processus qui est commun, qui permet de nous rejoindre et finalement de travailler ensemble. Et donc, la posture alliée en soins infirmiers, ça va être décrit à tort comme une position d'advocacy, alors qu'elle va se décrire, si on s'en tient à ses fondements historiques, à sa fonction sociale, plutôt par des principes de solidarité et de réciprocité également. Et donc, dans les problèmes que ça soulève là, dans l'usage de la posture alliée, dans l'usage dominant ou l'usage qui est un peu plus instrumentalisé, on voit qu'il y a trois problématiques qui sont soulevées. La première, c'est que finalement, l'usage de ce terme-là, se décrire comme un allié des personnes soignées, ça va être souvent limité à la performance et non à l'action. C'est-à-dire qu'on va se décrire comme un allié, mais il n'y aura pas nécessairement d'action qui vienne appuyer ce qu'on dit. Le deuxième élément qui est problématique, c'est que l'usage va souvent être associé aux bénéfices personnels que le fait de se dire allié procure. Donc, le fait de se dire allié souvent amène une meilleure légitimité de son intervention. Alors qu'au final, on s'intéresse toujours à comment cette posture-là est traduite en action. Et si donc cette posture-là ne profite d'aucune action concrète qui traduise une posture alliée, mais on est vraiment ici dans une posture qui est plus instrumentale, qui est associée aux bénéfices personnels que cette expression-là va procurer pour la personne et pour sa légitimité, en fait, en matière d'intervention. Et finalement, ben, la troisième, on l'a dit dans la dernière diapositive, mais l'usage va être souvent associé à la croyance que les groupes opprimés doivent être sauvés. Donc, encore une fois, qu'on peut se permettre de parler pour eux parce qu'on sait ce qui est le mieux pour eux. Et là, on revient finalement, on réactive en fait certains principes du paternalisme qu'on a dénoncés au mouvement, au tournant des années 60, là, dans le mouvement des droits civiques. Mais on traduit ça plus dans un concept d'advocacy, dans le fait de parler pour les autres. Donc, la posture alliée, c'est un terme qui est particulièrement large. Et la conceptualisation de ce terme-là va souvent être sujette à la glorification, mais aussi à l'incompréhension de ses principes et à son instrumentalisation aussi. Donc, il faut faire attention parce que ce concept-là, qui est en apparence assez simple, a une connotation politique importante et a des effets concrets sur la façon dont on se conçoit comme agent moral et dont on en vient finalement à travailler avec les personnes qu'on soigne. Si on prend maintenant une troisième et dernière mise en situation pour illustrer ce que ça implique également là en contexte de soins, et cette mise en situation-là, elle s'adresse à un niveau un peu différent, en fait. On n'est pas dans l'interpersonnel, on est plus au niveau organisationnel, et c'est ce que nous informe aussi la posture alliée, c'est qu'on doit à la fois cibler le niveau individuel dans la relation qu'on entretient avec les personnes, mais si on veut que les injustices cessent, il faut travailler également au niveau structurel. Donc, si on prend Logan, qui est nouvellement en poste à la direction des programmes de santé mentale et dépendance, Logan remarque en fait à son entrée en poste là, que selon le protocole de l'établissement, les usagers accueillis à l'urgence vont être mis en jaquette sans cordon dès qu'ils présentent un risque de suicide ou ils sont agités ou s'ils arrivent même en P38, donc en garde préventive ou provisoire. Tous leurs effets personnels sont systématiquement retirés, ce qui va comprendre leurs vêtements, sous-vêtements, souliers, téléphone cellulaire. Et pour les usagers sous garde qui font usage de tabac, ben, on va systématiquement encore là activer une ordonnance collective qui permet la prescription de thèmes transdermiques. Logan va se questionner sur cette procédure. Ses collègues lui répondent que cette façon de faire qui n'est appliquée qu'à l'urgence psychiatrique a été établie parce qu'elle va limiter le risque de fugue et de suicide. Lors de ses consultations auprès de l'équipe, Logan remarque rapidement que cette procédure a souvent pour effet d'augmenter plutôt que de diminuer l'agitation des usagers
tout en induisant chez ces usagers un sentiment d'atteinte à leur dignité. Logan considère que le traitement réservé aux usagers est discriminatoire et insensible à leur situation, mais elle ne sait pas comment changer cette culture de pratique. Alors, on voit ici qu'on passe d'un niveau personnel ou interpersonnel, hein, à un niveau un peu plus structurel. Et je vous dirais que ce qui est intéressant de cette posture-là, lorsqu'elle est exprimée en respect de ses fondements et de ses principes, c'est qu'elle permet une certaine mobilité, c'est-à-dire que la posture d'allié va à la fois nous permettre d'intervenir à un niveau personnel ou interpersonnel, mais elle va également exiger des intervenants ou même parfois des gestionnaires d'agir à un niveau un peu plus structurel, donc sur ce qui organise les pratiques de soins, beaucoup plus que sur ce qui leur permet d'atteindre leur finalité en termes thérapeutiques. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que la posture d'allié, c'est possible en soins infirmiers? On voit que c'est avant tout une question d'équilibre. Et on voit que ce que cette posture-là implique, hein, pour se dire allié, ce que ça implique, ben, c'est de passer souvent d'une position de certitude par rapport à ces interventions à une position d'inconfort. Donc, de remettre en doute ce qu'on a appris ou ce qu'on tient pour acquis, du fait que finalement, dans les effets qu'on perçoit au quotidien de nos soins, c'est pas, on a des fois une dissonance qui survient ou un rapport entre la théorie et la pratique là, qui n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Donc, de maintenir cet inconfort-là, c'est aussi de maintenir une forme d'incertitude par rapport à nos interventions qui nous pousse à toujours se questionner de manière éthique sur leur portée. On passe également d'une situation où finalement on souhaite tout contrôler, hein, parce qu'on n'aime pas ça, le risque dans le domaine de la santé, à une situation où on prend des risques mesurés. Ici, quand on parle de prise de risque, ce n'est pas nécessairement d'agir de manière déraisonnable ou non raisonnée sur des situations qui sont à risque comme telles. C'est en fait de se positionner dans une posture où finalement certains risques peuvent être pris s'ils relèvent en fait du processus de prise de décision partagée, par exemple, avec la personne. Donc, on est dans une prise de risque qui n'est pas nécessairement un risque comme on l'entend au sens habituel, là, qui est susceptible de venir mettre en jeu tout l'aspect de l'imputabilité de l'organisation. C'est plus une question de dignité du risque, en fait, du contrôle que les personnes peuvent exercer sur leur propre situation et qu'on leur laisse exercer également. Également, cette posture-là va impliquer souvent de passer d'une posture d'expertise à une posture d'humilité. Et souvent, ce qu'on dit pour résumer, en fait, un élément important de la posture de l'allié, c'est qu'un allié, essentiellement, c'est imparfait. Et qu'un allié, un allié finalement qui prend le temps de réfléchir à ses actions va toujours se retrouver dans une posture d'humilité, d'inconfort, d'imperfection pour finalement remettre en question certains biais qu'il peut avoir dans sa pratique et certaines certitudes qu'il peut avoir aussi par rapport à ses interventions. Et finalement, ce qui reste important, c'est également de maintenir un équilibre entre les interventions qui ciblent le niveau individuel et également des interventions qui peuvent plus se situer au niveau structurel. Donc, la question reste entière, mais je reviens à ce spectre-là parce que je pense que ça décrit assez bien où est-ce qu'on en est par rapport à notre compréhension de la posture alliée. C'est que dans plusieurs situations, les personnes peuvent se dire de très bons alliés que dans d'autres, ils vont peut-être devoir être plus dans l'ordre du témoin passif ou actif selon ce qui est en jeu. C'est donc d'éviter en fait d'avoir une affirmation morale à l'effet que la posture alliée, elle est toujours possible. C'est un idéal qui est à atteindre, mais dans plusieurs situations, notamment en raison des conflits d'allégeance, mais également de la hiérarchie des systèmes, il y a des intervenants qui peuvent se situer plus dans une zone où ils se considèrent comme des témoins passifs ou actifs. L'important, c'est de déterminer puis c'est de se poser soi-même la question, mais comment on peut faire pour aller vers la posture de témoin, une posture d'allié? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les choses changent à ce niveau-là? Je vous laisse et je termine ma présentation avec cette citation-là aussi qui vient de deux éthiciennes en fait de l'Université de Toronto qui estiment que le problème moral le plus difficile actuellement, c'est la relation entre l'agent moral individuel puis les pratiques ou les institutions dans lesquelles cet agent-là est intégré. Parce qu'on constate en fait qu'il y a une très faible tolérance à l'agentivité morale et que dans notre souci de tout transformer, en fait, de transformer les relations et les pratiques sous la forme de protocoles, de procédures, qui sont en apparence très simples à mettre en œuvre, on se retrouve également à exclure le sens éthique de l'intervention qui reste absolument important et primordial à considérer, surtout quand on intervient auprès des personnes qui sont dites en besoin de protection ou marginalisées. Et sur ça, ben, je vous remercie énormément de votre écoute et je laisserai la parole aux autres conférenciers pour ce midi.
Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation très riche en contenu qui vient justement questionner, savoir c'est quoi la posture d'allié, le fait qu'on ne peut pas toujours être allié. Donc, je pense que ça met vraiment la table à ce webinaire. Donc, merci et je vais passer la parole à la prochaine conférencière qui est Annie Brouillet. Donc, Annie. euh, Parfait, Annie, la parole est à toi. Merci. C'est bon? Donc, je vais faire un court survol du point de vue éthique. Comment est-ce qu'on peut rallier cette posture d'allié-là ou se promener sur le continuum dont Pierre nous parlait là, entre le témoin passif et l'allié? Bon, ça ne va pas bouger. J'ai vraiment des problèmes avec... voilà. Pierre a parlé brièvement là, du conflit d'allégeance ou du conflit de loyauté. Je voulais juste faire un retour, dire que de toute façon, c'est certain que c'est toujours normal dans la vie de tout un chacun. Chaque personne, on porte de multiples chapeaux dans la vie. On a des rôles, des fonctions, puis ça va au-delà de seulement notre rôle professionnel. On est également des fois des conjoints-conjointes, des enfants de parents qui ont besoin d'aide, des parents avec de jeunes enfants. Toutes ces fonctions, tous ces rôles nous amènent à prendre des engagements envers ces personnes-là, mais souvent envers nous-mêmes aussi. Puis je pense que des fois, on a à regarder ces engagements-là qu'on a pris envers nous-mêmes pour mieux les recadrer, mieux les resituer, ce qui nous donne notre élan et savoir vers où on doit se diriger. Donc, c'est inévitable qu'à travers tout ça, certains des engagements qu'on prend pour certaines personnes ou institutions vont entrer en tension avec d'autres engagements qu'on a pris envers soi-même. Donc, on va devoir être infidèle et c'est souvent le mot infidèle qui vient nous chercher puis nous faire prendre conscience du malaise qui peut en ressortir. Mais je pense que c'est inévitable et on a à trouver des moyens peut-être de les regarder. Puis c'est ce que je souhaite peut-être faire avec vous dans les prochaines minutes. On a parlé de la loyauté envers les usagers et usagères, la loyauté envers l'établissement, puis la loyauté envers la profession, en l'occurrence infirmier, infirmière dans votre cas. Et c'est sûr qu'on les présente dans le cas de la posture d'allié qui est difficile à assumer, on les présente comme étant en conflit ou en tension. Je pense que le premier réflexe qu'on a à avoir éthiquement, c'est de se dire, est-ce que ça a besoin d'être toujours vraiment en compétition? Et comment est-ce que je peux trouver une voie de passage pour rallier peut-être ces trois engagements-là? Donc, trouver une voie qui va permettre de peut-être, puis ça amène un peu ce que Pierre disait, hein, de dire, bien, il faut trouver un équilibre entre l'intervention individuelle puis l'intervention peut-être institutionnelle. Et avec nos collègues. Donc, des fois, de regarder ça sous l'angle de dire c'est inévitable et je dois trouver une voie de passage peut nous permettre d'établir certaines façons de travailler ou de restaurer notre capacité à être plus près du rôle d'allié que de témoin. C'est sûr que ça naît à la base du fait qu'on a des devoirs, des responsabilités qui sont professionnelles. Puis dans professionnel, on pourrait dire envers notre profession, mais aussi envers l'établissement, mais beaucoup envers soi-même aussi. On pourrait être face à notre questionnement de comment je peux agir comme une alliée, puis je répondrais différemment de quelqu'un d'autre qui sera ma collègue, parce que être une alliée pour elle, ça sera pour certains autres groupes opprimée ou encore ce sera d'une autre façon parce qu'elle valorise certains éléments. Et c'est ça qui fait la beauté de cette diversité-là, de pouvoir en fait travailler peut-être ensemble et arriver à un meilleur équilibre pour ces populations opprimées-là. Puis des fois, quand on le partage de certaines façons ou qu'on va le discuter avec certaines personnes, on est capable de réaliser qu'il y a souvent de l'impuissance derrière aider ou travailler avec les groupes opprimés, faire changer les choses. On a l'impression que c'est une grosse machine et les gens souvent vont, puis c'est un peu pour ça qu'on est un témoin passif très souvent, c'est qu'on se dit, bof, il y a presque rien à faire. Donc, des fois, ce partage-là nous permet de retrouver un certain pouvoir d'agir qui peut être bénéfique pour la suite des choses. Pierre a parlé de 3 valeurs qui étaient à la base de la posture d'allié, puis je tenais à les revoir. Je ne veux pas répéter ce qu'il a dit,
Par contre, quand on parle de voir comment on va agir pour être un allié, moi, je vais vous amener sous l'aspect de la matrice des pouvoirs à la fin, d'explorer les pouvoirs qui sont disponibles. Mais le premier pouvoir que je dirais, qui est pour tout un chacun, et d'autant plus pour les groupes opprimés ou les usagers qui sont en lésion de droit, c'est l'information. J'ai une infirmière qui faisait des suivis en dépendance, qui me le répétait ad nauseam. Tout ce qu'on ne partage pas comme information avec nos usagers ou avec même l'organisation, tant que l'organisation n'est pas mise au fait suffisamment de ce qui se passe, ben, ils ne peuvent pas agir, mais aussi ils peuvent agir de façon déplacée. Donc, l'information, c'est le pouvoir. On l'a vu hein, dans certaines des vignettes de Pierre, que de fournir l'information à l'usager était une voie de passage. Effectivement, de favoriser l'autodétermination, elle passe par l'empowerment, puis qu'elle soit de l'infirmière dans sa profession et dans sa vie, que ce soit auprès des usagers et des groupes opprimés, ça va passer par ça. Donc, ça revient aussi à la citation de Lila Watson, hein, de ne pas faire pour moi, mais si tu veux qu'on travaille ensemble vers quelque chose, là, je suis partante. Donc, effectivement. Les deux autres valeurs, c'était celles d'équité et de réciprocité. Au niveau de l'équité, hein, on se rappelle que la justice, si on avait une justice sociale parfaite, on n'aurait pas besoin de l'équité, puis on ne serait pas en train de discuter de groupes opprimés, là. Donc, si on est en train de parler de groupes qui doivent, pour lesquels on veut défendre certains éléments, bien, on doit s'assurer que ce sont des groupes, effectivement, qui sont lésés par rapport à d'autres. Hein. Qu'est-ce qui doit être compensé? Puis des fois, de bien cibler la compensation, parce que l'équité, c'est ça un peu. Hein? En justice, on se donne un panier de services, un panier de soins, des services qui sont disponibles. Ça fonctionne pour la majorité des gens, la majorité dominante, j'avoue. Par contre, il faut être capable de revoir nos règles, tout ce qui est attribution, nos politiques, peu importe nos façons de faire, lorsqu'on réalise que ces façons de faire-là ou ces politiques cause un préjudice à un groupe. Et c'est là que l'équité entre en jeu, où on va aller se concentrer sur la spécificité de la personne ou du groupe qui est devant nous pour aller corriger cette injustice-là. Donc, et là, la question est toujours à savoir qu'est-ce qui doit être compensé. Et quand on parle de groupes marginalisés ou en tout cas de la posture d'alliés pour faire changer des situations inacceptables dans notre société, je pense qu'on a aussi à se poser la question quand on va agir. J'aimais bien Pierre qui disait qu'il faut trouver un équilibre entre l'intervention individuelle puis l'intervention de l'institution, mais il faut aussi trouver un équilibre, nous, comme professionnels, comme soignants, entre agir à la pièce pour chacun des usagers ou agir pour le groupe. Si on prend l'exemple de l'usager dont la garde provisoire était expirée, oui, on peut agir sur cet usager-là, puis on n'a pas le choix à un moment donné, on va en arriver là. Mais par contre, le suivant, puis les 10 autres et les 20 autres, si cet infirmier-là n'est pas présent, eux vont subir la même oppression ou vont voir leur lésion de doigt se poursuivre. Donc, on a encore là à bien se questionner sur comment on va agir pour s'assurer qu'on ne perpétue pas éventuellement les problèmes. La réciprocité, en fait, je l'amènerais dans le sens, ça rejoint un peu la citation de Lila Watson, de dire, bien, en tant que professionnel, à partir du moment où je veux aller travailler en allié avec certains usagers ou certains groupes, bien, je retrouve un pouvoir d'action moi-même. Ils retrouvent ou elles retrouvent eux, également un pouvoir d'action. Donc, on se rejoint de part et d'autre à ce niveau-là. Puis c'est ça qu'il ne faut pas perdre dans l'aspect de la valeur de réciprocité. Je vous avais dit que je vous amènerais sur la matrice des pouvoirs. Je pense que pour nous permettre de bien se situer sur ce continuum entre témoins passifs, témoins actifs, alliés et bon, complices, on pourra en discuter. J'aime bien la deuxième définition du complice, mais il y a toujours le risque d'être complice sans changer grand-chose. Quand on est confronté à une situation où on a un malaise, où on sent qu'on a à agir, ou pour nous, il y a une injustice, il y a quelque chose qui doit changer, le premier pas que je nous invite à faire, c'est de prendre 2 minutes pour faire le tour des pouvoirs qui sont en jeu. Pierre l'a bien dit, hein, c'est déjà un déséquilibre des pouvoirs lorsqu'on a de la marginalisation, de la stigmatisation, puis certains groupes qui n'ont pas droit à ce qu'ils ont droit, qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont droit. La première chose, c'est de se dire, OK, où est-ce que j'ai un pouvoir d'agir? Hein? Sur quoi est-ce que je peux agir? Comment je peux agir? Puis peut-être quand. Des fois, c'est peut-être judicieux de ne pas agir sur le champ, puis de bien placer ses billes et de voir comment on va, peut-être d'aller chercher nos autres pouvoirs et d'agir à un autre moment donné. Donc, quand, comment et sur quoi, et de mesurer les impacts. Hein. On a vu, je me souviens plus si c'est Sacha qui a vécu les impacts d'être en porte-à-faux avec son équipe.
Puis si on a choisi d'aller dans cette direction-là, puis de subir ces impacts-là, il n'y a pas de souci, mais des fois, si on n'y a pas réfléchi avant, on peut trouver difficile d'assumer la posture qu'on a choisie. C'est le premier pouvoir. Le deuxième, c'est le pouvoir d'influence. Donc, sur qui est-ce que je peux influencer quelque chose pour forcer cette personne-là, ce groupe-là, l'institution, le gestionnaire ou pas, à agir, hein? Puis sur quels éléments de la situation? Puis des fois, ce pouvoir d'influence-là, il peut nous permettre de monter justement plus haut au niveau institutionnel, puis de s'assurer que les choses vont changer pour un plus grand nombre d'usagers. Puis nos pouvoirs d'influence, ils peuvent être quand même assez importants lorsqu'on prend le temps d'y penser. On peut aller se chercher, on a nos commissaires locaux aux plaintes qui peuvent influencer des choses, on a notre protecteur du citoyen, on a les groupes communautaires de défense. Donc, il y a beaucoup d'endroits qu'on peut aller chercher puis influencer de façon à ce qu'ils puissent, à leur tour, avec leurs moyens, agir. Et là, il ne s'agit pas d'aller en abus de pouvoir. Là, je ne dis pas d'aller chercher des alliés puis de soudoyer, mais notre pouvoir d'influence peut agir tout autant que notre pouvoir d'agir des fois, puis à un niveau différent pour des bénéfices différents, mais qui sont tout aussi importants à nos yeux puis qui vont constituer une posture d'allié. L'autre pouvoir, c'est celui d'alliance, hein. Des fois, on n'est pas capable d'avancer seul, mais on pourrait avancer avec d'autres. Je pense que l'exemple de la personne qui était en coordination en santé mentale puis qui se demandait quoi faire pour changer les éléments des usagers qui entrent puis à qui on enlève tout. Ben justement, il y avait à voir quels alliés ils pouvaient aller chercher, hein. Je pense qu'il était de la direction des soins infirmiers. On peut aller chercher la direction des soins multidisciplinaires, la DSP pour s'allier ça, pour revoir les choses. Nous, on a fait des gros travaux par rapport à ça. C'était un drôle de clin d'œil pour moi, là, où on a revu justement tout l'accueil à l'urgence psychiatrique. On s'est allié le contentieux pour être capable de faire accepter ces choses-là. Donc, le pouvoir d'alliance peut faire que si on se partage bien, puis on définit bien les responsabilités, puis qu'on définit bien avec qui et pour sur quoi on va partager, on va aller en alliance, on peut aussi avancer puis être un allié, peut-être sur du plus long terme des fois, mais un allié plus prégnant ou plus pérenne à certains égards. Puis malheureusement, il y a toujours des zones où on n'aura pas de pouvoir, où on n'aura aucun pouvoir. Et là, ben, il y a deux choses à se demander. La première, c'est comment est-ce que je vais partager le fait que je n'ai pas de pouvoir à la personne qui est devant moi ou au groupe ou à mes collègues ou peu importe, mais je dois comme déjà pour me rallier avec moi-même, pour ne pas me désengager, je dois au moins statuer que je n'ai pas de pouvoir et que je ne pourrai pas avancer là-dedans. Mais ensuite, dépendant de où on est, dépendant de la fréquence à laquelle on va revoir ça, si on est incapable à aucun égard d'agir comme notre allié, de répondre à nos engagements qu'on a envers nous-mêmes ou envers notre profession, à notre loyauté, ben, on va devoir se demander si on est capable de vivre avec ce fait-là. Si c'est trop gros, si c'est trop présent, puis qu'on n'a vraiment aucun pouvoir, on a à se positionner par rapport à ça. Donc, dans le fond, ça interpelle à essayer d'aller au-delà du déséquilibre des pouvoirs. Puis je dis pas, j'ai pas la prétention de dire qu'on va le rééquilibrer, hein, c'est une grosse, la marginalisation est un gros pan de notre société, mais si au moins on peut rétablir certains pouvoirs puis agir sur plusieurs égards, bien souvent, ça va nous rallier avec nous-mêmes. On va sentir qu'on est en respect de nos engagements, on est moins infidèle à diverses obligations. On ramène les responsabilités de chacun aussi. Et ça nous permet peut-être d'être un réel allié là, pour certains groupes. Maintenant, ben, je vais repasser la parole au suivant. Merci beaucoup, Annie. Je pense que c'est une très belle présentation qui est en complémentarité avec celle de Pierre. Puis j'aime bien l'idée de ta matrice des pouvoirs comme un outil de réflexion pour aider justement à se questionner davantage. Donc, merci beaucoup. Je vais céder maintenant la parole au prochain conférencier. C'est le Vincent. Donc, Vincent Thériault, la parole est à vous. Oui, bonjour, laissez-moi juste 2 secondes pour partager ça, m'assurer que tout fonctionne. En théorie, vous devriez pouvoir voir ma présentation. Je me présenterai pas, c'est parce que ça a déjà été fait, hein, fait que je vais gagner un petit peu de temps. Donc, ma présentation qui s'intitule La posture d'allié, le devoir d'advocatie lors de situations éthiquement complexes, le cas de l'administration dissimulée de médicaments en CHSLD. Ça a été évoqué au début quand on m'a présenté. Je suis étudiant au doctorat à l'Université de Montréal en sciences infirmières, puis c'est le sujet qui m'intéresse finalement. Et donc, le but de ma présentation, je présente essentiellement ma problématique, ce qui m'intéresse dans ma thèse, mais c'est fait dans un but de donner un exemple finalement
de situations éthiquement complexes où est-ce que la posture d'allié, notre devoir d'advocacy, différents concepts qu'on a de la loyauté, notre posture au niveau de notre loyauté, est très complexe finalement à déterminer. Puis même à voir parfois, il y a des pratiques qui peuvent se passer dans les unités de soins où est-ce qu'on réalise même pas qu'elles sont problématiques pour différentes raisons. Et donc, c'est ça, c'est comme un espèce de tremplin pour discuter de notre situation concrète. Puis je m'intéresse particulièrement au CHSLD, mais ça, c'est des choses qui pourront s'appliquer aussi à d'autres milieux de soins. Donc, comme vous le savez très probablement, la pratique infirmière se complexifie au fil des années, surtout d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue clinique, pour plein de raisons. Mais si on prend l'exemple des CHSLD, encore une fois, c'est beaucoup en lien avec le vieillissement accéléré de la population, puis la prévalence qui augmente des troubles neurocognitifs majeurs, comme la maladie d'Alzheimer. Pour ceux et celles qui ont peut-être travaillé, qui ont peut-être de l'expérience en CHSLD ou une longue expérience en CHSLD, ou vous avez peut-être déjà entendu des collègues dire ça fait 20 ans que tu travailles en CHSLD, puis il y a 20 ans, c'était pas du tout la même clientèle. Ça a vraiment beaucoup changé. Les besoins sont beaucoup plus lourds qu'avant. La complexité des soins augmente et ça soulève des enjeux qui étaient déjà présents, mais qui sont de plus en plus accentués finalement. Notamment en lien avec le respect de l'autonomie, le manque de ressources, on l'a vu par exemple durant la pandémie, le respect des décisions de fin de vie. Tu sais, il y a des nouvelles choses qui n'existaient pas auparavant, comme par exemple l'aide médicale à mourir, ou en tout cas qui n'existaient pas dans la forme actuelle. Et tout ça, cette complexité-là des soins peut amener des conséquences négatives pour les différentes personnes qui sont impliquées, dont les infirmières, évidemment. Peut être question de détresse morale, l'idée qu'une détresse qui est causée par le fait que nos actions vont pas nécessairement dans le sens de nos valeurs, mais aussi pour les proches aidants et pour les résidents, un non-respect des droits et des désirs, une diminution même de la qualité des soins quand on ignore certains besoins importants et en lien avec la détresse morale, ben, parfois même ça peut contribuer indirectement à la pénurie de personnel qui réaccentue tous ces problèmes-là. Et donc, un des problèmes fondamentaux en lien avec tout ça, c'est quand il y a des différentes obligations qui s'affrontent, comme par exemple l'obligation de soigner, de prendre soin de quelqu'un, puis celui de protéger ses droits fondamentaux. Par exemple, son droit à l'autodétermination, pardon. Donc, il y a des situations où est-ce que c'est assez clair, en tout cas, j'imagine que c'est assez clair pour vous, quelqu'un qui est en train de activement agresser un autre patient, c'est assez clair qu'il faut intervenir. Puis peut-être que son droit à l'autodétermination là-dedans, il va prendre le bord. Mais il y a d'autres situations où est-ce que c'est moins évident que ça. Et c'est ça qui m'intéresse finalement, c'est une pratique, la pratique de l'administration disciplinée de médicaments. Donc, je parle ici de cacher la médication, généralement dans de la nourriture, de la compote. Vous l'avez, pour ceux qui ont de l'expérience en CHSLD, vous avez très probablement vu ça, ou peut-être vous l'avez fait vous-même, mais ça se voit aussi dans d'autres établissements, d'autres types de milieux, je veux dire. C'est très courant dans les CHSLD. Là, je parle pas de écraser de la médication dans des cas de dysphagie, par exemple, ou simplement aider à vendre la médication, parce que ça arrive souvent qu'on fait ça, mais vraiment plus quand la raison, la justification est de passer outre le refus de traitement et ou de calmer des comportements perturbateurs comme l'agitation, puis on cache une pilule pour calmer la résidente. Il y a des raisons cliniques pour lesquelles ça se fait. Évidemment, la principale, c'est de donner des médicaments, des traitements qu'on juge nécessaires dans le moment présent. Mais il y a des conséquences négatives potentielles, comme par exemple de nuire à la relation de confiance, si la personne s'en rend compte, par exemple. Ça peut nuire à l'alimentation aussi. Vous l'avez probablement... c'est pour ceux qui l'ont vu, quand vous avez 15 pilules écrasées dans une bouchée de compote, là, ça paraît, ça goûte, puis c'est pas bon, puis c'est pas génial. Et pour des gens qui ont des troubles cognitifs, après ça, d'associer ça à la nourriture qu'ils prennent, ben, ça peut commencer à être problématique. Ça peut induire aussi des effets indésirables en lien avec la pharmacothérapie qui est donnée. Il y a des médicaments qui sont pas faits pour être écrasés ou qui sont pas faits pour être mélangés les uns avec les autres dans un liquide. Et donc, ça peut poser des problèmes à ce niveau-là. Mais ultimement, puis c'est ce qui m'intéresse, il y a des doutes sur la légitimité éthique, puis même la légalité de cette pratique-là. Ou justement, au niveau légal,
ce qui devrait en théorie régir. Là, je dis tout ça, je suis pas juriste, mais j'en ai parlé ça, à certains juristes aussi. Ce qui devrait en théorie réguler tout ça, c'est l'article 16 du Code civil qui nous dit que une personne majeure inapte qui refuse catégoriquement des soins, on doit avoir l'autorisation d'un tribunal, d'un juge pour passer outre ce refus-là, sauf si c'est un cas d'urgence ou pour des soins d'hygiène même. Puis quand on parle d'un refus catégorique, on parle pas nécessairement, puis c'est là des fois qu'il y a disons, des mauvaises compréhensions de ces concepts-là. On parle pas nécessairement d'un refus rationnel, raisonnable, que vous êtes d'accord avec. Ça n'a pas besoin d'être raisonnable. Tant que la personne refuse, tant que c'est pas un réflexe biologique de juste comme tourner la tête puis essayer d'éviter, mais on n'est pas du tout connecté à la réalité. Un refus, c'est un refus finalement. Ce qui semble se produire réellement, du moins dans les CHSLD, c'est que premièrement, il n'y a pas grand monde qui sont inaptes au sens légal de la loi. Les personnes sont comme constatées inaptes plus dans un sens clinique et on se réfère plutôt aux proches pour prendre les décisions. On ne va pas les déclarer inaptes, c'est très long et compliqué tout ça. Et donc, l'équipe de soins prend les décisions en collaboration avec les familles. Il y a la firme Ménard-Martin, peut-être que vous connaissez, qui avait aussi soulevé l'hypothèse que de faire des ordonnances de traitement comme ça, parce que c'est ce qu'on voit dans d'autres types de milieux, dont beaucoup en psychiatrie, des ordonnances de traitement, ça serait peut-être trop long, trop dispendieux, et que donc on demande d'avoir un refus tellement clair, tellement évident, que ça en revient finalement à nier ce droit-là qu'ils ont. Ce qu'on sait concernant l'administration de similes médicaments, premièrement, on en sait très peu. Hein. C'est pas quelque chose qui a été étudié beaucoup. Le peu d'informations vraiment empiriques qu'on a nous vient de d'autres pays, notamment le Royaume-Uni, la Norvège et l'Australie, où est-ce qu'on a vu que c'était très fréquent. Et on a aussi vu que c'était très souvent les infirmières qui prenaient la décision d'initier ça, sans nécessairement en discuter avec le reste de l'équipe soignante, sans nécessairement discuter même avec les proches. Et évidemment, sans en discuter avec les pharmaciens et les autres professionnels. Donc, ça revenait, c'est une décision qui était prise entièrement par l'infirmière, dans la majorité des cas, et donc, et qui était très peu documentée ici aussi. Donc, on ne sait pas grand-chose. Ici, ce qu'on sait, c'est anecdotique. On sait que ça se passe parce qu'on l'a vu nous-mêmes, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, parce que moi, par exemple, j'enseigne à l'université, fait que je fais souvent un petit sondage avec mes étudiantes, puis surtout les années où est-ce qu'ils sont allés en CHSLD à cause de la pandémie, là, quand je leur demande avez-vous vu ça, ou bien ils viennent me voir par elles-mêmes pour m'en parler, c'est très fréquent, mais très dur d'avoir des chiffres clairs parce que il y a un certain tabou qui entoure la pratique parce qu'on doute de sa légitimité. On n'est pas sûr, on le fait parce qu'on a vu les autres le faire, puis on s'est fait dire que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce milieu-là. Certains auteurs vont même jusqu'à dire qu'il y a une certaine culture de la peur qui entoure la pratique, même quand elle est un peu inconsciente, parce que, vu qu'on doute de sa légitimité, on a peur des conséquences, que si finalement c'était pas légitime. Et donc, on évite d'en parler, ce qui pourrait contribuer à un risque d'abus même, donc de pratiquer ça alors que c'était vraiment pas adéquat de le faire. Puis justement, ici, j'en profite pour préciser que je suis pas en train de dire que c'est mal nécessairement de le faire, mais c'est complexe, puis on en parle très peu. C'est un peu ma position dans le doctorat aussi. Mais ce qui se dégage des écrits aussi, surtout, c'est qu'il semble y avoir des facteurs culturels, systémiques assez importants en lien avec la pratique. Donc, c'est pas nécessairement juste l'infirmière seule, de par sa propre volonté, qui décide de le faire, mais elle est influencée par plein de facteurs, particulièrement au niveau culturel. Là, je vais passer un petit peu plus vite parce qu'il y a des éléments qui ont été abordés un peu à travers les autres présentations. Mais le point ici, c'est que les CHSLD comme tels, c'est une culture très particulière, comme plein d'autres milieux de soins le sont. Mais en particulier, les CHSLD sont beaucoup caractérisés par différentes tensions. Hein. La tension entre l'idée que c'est un milieu de vie, mais en même temps, c'est aussi une institution qui est très, très contrôlée, surveillée, pour des raisons évidentes où est-ce qu'on souhaite prendre soin des gens, mais où est-ce que justement cette question-là de paternalisme va peut-être des fois un peu trop loin, où est-ce qu'on assume que les personnes, particulièrement les personnes qui ont des troubles cognitifs, manquent d'agentivité, donc elles ne peuvent plus décider ou peuvent moins décider pour eux-mêmes, et donc on doit prendre cette responsabilité-là pour elles. Et c'est là que ça amène aussi cette tension-là entre
la résistance des résidents et les subterfuges qui sont souvent employés. Un classique que j'ai vécu moi-même à quelques reprises, c'est une résidente très, très avancée dans ses troubles cognitifs qui, un soir, avant de se coucher, me demanderait « Est où ma mère? » Moi, je sais qu'elle a 98 ans, la résidence, là, sa mère est plus là depuis longtemps. Mais tu sais, je ne vais pas lui dire, ben, votre mère est morte, bonne nuit. Tu sais, on va toujours être, ben, pas toujours, mais on va souvent être dans cette dynamique-là de mensonge blanc. Et peut-être que cette pratique-là plus générale s'est étendue à plein d'autres pratiques cliniques, puis c'est peut-être pas toujours approprié finalement d'être dans cette dynamique-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que, puis on l'a un peu abordé dans les autres présentations, c'est que le conformisme, c'est quelque chose de quand même assez présent dans la discipline infirmière. Donc, particulièrement quand on est plus jeune d'expérience, les infirmières, la loyauté qu'elles ont, vont souvent aller vers les équipes de travail, vers l'institution. Pas nécessairement parce que c'est des mauvaises personnes, des choses comme ça, mais des fois pour des raisons très pratico-pratiques. Je suis une nouvelle infirmière sur un milieu de soins, je suis pas sûr que cette pratique-là, mettons l'administration dissimulée, est adéquate, mais je viens d'arriver, je suis je suis dans ma période d'essai, j'ai des collègues de travail qui me disent, ben nous autres, c'est le même qu'on fait ça, j'ai pas envie de les mettre à dos parce que j'ai avoir besoin d'eux, puis j'ai pas envie de me faire changer d'unité ou peu importe, et donc on va plutôt se rallier, comme ça, c'est des études qui avaient été faites sur le sujet. La rue Collet qui disait que les infirmières avaient tendance à prendre même parfois des décisions contraires à sa propre évaluation pour maintenir la solidarité avec le reste de l'équipe. C'était un constat qui avait été fait aussi dans d'autres études, dont cette méta-analyse-là qui avait j'ai toujours de la misère à prononcer le nom, fait que je vais vous le laisser le lire, ça va être plus simple. Et donc, que les infirmières finalement perçoivent des barrières dans leur environnement qui les empêchent d'agir selon leurs propres valeurs. Et donc, c'est pas seulement une question de moi personnellement, qu'est-ce que je pense qui est bien, qu'est-ce que je pense qui est moins correct, mais parfois les structures elles-mêmes vont influencer beaucoup sur ce qui va être fait. Et là, dans notre cas, ben, on a tendance justement à se rattacher aux conventions qui sont déjà en place, ce qui peut amener à simplement répéter les pratiques et amener à des situations comme avec l'administration discipline de médicaments où on les questionne même plus. J'ai parlé à beaucoup d'infirmières qui, pour elles, il y avait un problème quelque part là-dedans qui valait la peine d'aller être examiné, puis pour d'autres que ça n'a jamais été vraiment soulevé dans leur tête que c'est peut-être problématique, que ça allait de soi qu'on pouvait faire ça ou qu'on devrait faire ça. Je passe rapidement ici parce que je ne veux pas trop prendre de temps, mais juste une parenthèse sur mon projet doctoral qui est dirigé par les professeurs Anne Bourbonnais et Bryn William Jones de l'Université de Montréal. Donc, moi, je vais m'intéresser justement à aller mieux comprendre cette pratique-là, notamment mieux comprendre la culture qui l'entoure dans les CHSLD, mais aussi les expériences morales des soignants, puis des personnes, des résidents, puis des membres de la famille, qu'est-ce qu'ils en pensent, pourquoi, comment ça se fait finalement, mais surtout, qu'est-ce qui pourrait être fait. Puis là, je suis conscient que je soulève plus des questions que j'en réponds. Hein. J'arrivais pas avec un guide de pratique de voici ce que vous devez faire avec un algorithme de toutes les situations possibles, mais vraiment plus soulever la question, puis peut-être s'en servir comme tremplin dans les discussions. Et moi, les 2-3 prochaines années vont être consacrées à essayer de creuser ça davantage pour mieux le comprendre. Peut-être qu'un moment donné, je présenterai, vous pourrez lire davantage là-dessus. Parce que, bon, évidemment, en plus de vouloir développer les connaissances, je veux stimuler la réflexion surtout. Et peut-être que la pratique va changer, peut-être qu'elle va pas changer parce que c'est le mieux qu'on peut faire actuellement, mais au moins qu'on puisse commencer à en discuter ouvertement. Je pense que ce serait un bon début. Donc, pour conclure, le but de tout ça, c'était de soulever que il y a certains contextes de pratique, puis certaines pratiques elles-mêmes, comme l'administration dissimulée de médicaments, peuvent accroître la difficulté de répondre à nos différentes obligations déontologiques et éthiques. Et donc, dû à ça, notre posture d'allié puis notre devoir d'advocacy, comme Pierre l'avait soulevé tout à l'heure, ça nécessite de s'examiner soi-même, mais c'est là que je rajouterais, mais aussi la culture dans laquelle on évolue, puis de prendre un pas de recul et d'essayer parce que c'est quelque chose qui nous influence de façon très souvent inconsciente, qu'on s'en rend pas compte, et donc d'être capable de prendre un pas de recul puis de voir que c'est pas juste nous, mais notre équipe, l'institution et tout ce qui nous entoure qui contribue à ça. Peut-être qu'il y a d'autres pratiques comme ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que je serais curieux d'entendre. Si, premièrement,
Ben, avez-vous déjà senti que les questions que je lance, avez-vous déjà senti que votre posture d'allié ou votre devoir d'advocacy entrait en contradiction avec la culture de votre milieu de soins? Et avez-vous des expériences personnelles en lien avec l'administration dissimulée de médicaments ou d'autres pratiques qui vous paraîtraient éthiquement ambiguës, je dirais? C'est toutes des choses que je serais bien curieux de vous entendre là-dessus. Et ça termine ma présentation. Je vous remercie beaucoup. Puis je remercie l'équipe aussi de m'avoir invité. Un grand merci, Vincent. C'était très riche, je pense, l'information, les questionnements, l'éthique, la loi, comment on procède, la question de valeur, la question de la culture, les valeurs personnelles, la culture aussi dans laquelle on travaille, vient des fois peut-être rendre le rôle de l'allié plus difficile. Donc, merci beaucoup pour ces questionnements-là. Je vais céder la parole maintenant à notre dernière panéliste, Marie-Alexandra. Donc, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste partager. Ça sera pas long. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, Bon, non? c'est bon. C'est bon. Ah, parfait. C'est rassurant. Donc, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous ce midi pour cette séance de réflexion. Je vais poursuivre en fait avec le deuxième bloc de l'analyse éthique concernant l'administration dissimulée de médicaments. Comme l'a bien mentionné Vincent, c'est très clair d'un point de vue normatif dans la loi que c'est pas permis là, techniquement de médicamenter une personne à son insu, mais dans la pratique sur le terrain, les pratiques sont bien différentes. C'est même une pratique qui est courante là, au sein de plusieurs équipes. Comme c'est une pratique qu'on peut qualifier de non conventionnelle, il y a très peu de repères cliniques ou techniques sur le terrain. On s'entend qu'il n'y a pas d'outils, de guides, de lignes directrices là, en matière d'administration stimulée de médicaments. Donc, ça donne lieu à une dose significative là, de subjectivité. Donc, quand on est face à une situation dans laquelle on se questionne est-ce qu'on devrait ou pas, d'un point de vue éthique, mais aussi clinique, médicamenter un patient à son insu, on a très peu de repères. On peut avoir le sentiment d'être laissé à nous-mêmes. Donc, il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent influencer notre prise de décision dans ce contexte particulier, mais plus largement également. On peut être influencé par nos valeurs personnelles, donc comme personne. Moi, si j'étais patiente, est-ce que je voudrais vivre ça? Comme proche aussi, est-ce que je voudrais que mon père soit exposé à une telle pratique, par exemple, nos valeurs professionnelles? Dans notre identité, pourquoi est-ce que, comme infirmière, j'ai décidé de faire cette profession-là? Et ça peut être très, très identitaire aussi, à la lumière de nos expériences individuelles, de nos biais aussi, on en a tous. On est biaisé par la personne que l'on est, par les valeurs que l'on a, nos expériences. Ça peut avoir une influence sur la prise de décision qu'on prend. Puis comme on a mentionné initialement là, dans les présentations, la culture organisationnelle dans laquelle on évolue peuvent avoir un impact aussi sur notre décision de médicamenter ou non un patient à son insu. La culture de notre unité peut être très, très favorable ou au contraire très, très en défaveur avec cette pratique-là. Donc, l'absence de repères cliniques sur le terrain combinée à cette subjectivité-là, ça peut être une situation qui est très difficile à vivre aussi au niveau éthique, moral, psychologique pour les intervenants qui y font face, peuvent donner lieu à l'émergence de dilemmes éthiques. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est un dilemme éthique? C'est une situation complexe auquel on est confronté, dans laquelle c'est difficile de déterminer ce qu'on doit faire. Donc, souvent en éthique, on va se questionner qu'est-ce qu'on doit faire pour bien faire dans un contexte précis. C'est souvent signe qu'on est face à un dilemme éthique. Je vous dirais que c'est rare qu'on se lève le matin et on dit oh, je suis face à un dilemme éthique qui oppose les valeurs d'autonomie, de sécurité. Bien souvent, on a un malaise, on a une émotion généralement négatif qui nous indique qu'on est en présence d'un dilemme éthique. Donc, ça peut être vraiment deux valeurs qui sont en tension. On va parler dans quelques instants de l'autodétermination, de la protection. Ce sont deux valeurs dans le cas de l'administration des dissimulés de médicaments qui peuvent être en conflit. Des fois, c'est pas tant deux valeurs qui sont en tension plutôt que deux conceptions d'une même valeur. Tout le monde s'entend, par exemple, pour dire que la sécurité de l'usager, c'est important. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement être sécuritaire ou agir de façon sécuritaire
concrètement jusqu'où on va pour notre usager. On peut avoir des visions différentes au sein de notre équipe au nom d'une même valeur, c'est-à-dire la sécurité. Quand on a deux valeurs qui sont en tension, on va le voir dans quelques instants, ça implique d'en prioriser une au détriment de l'autre. Et c'est aussi de prioriser différents avantages ou différents bienfaits au détriment de d'autres bienfaits. Donc, à voir comment est-ce qu'on pèse les pour et les contre dans la balance. On va discuter un petit peu des outils ou des pistes réflexives qui peuvent nous aider là-dedans. Évidemment, on est en éthique, hein, fait qu'il n'y a pas de réponse généralisable qui s'applique à tous les contextes. L'éthique, c'est pas un outil standardisé. Loin de là, sans quoi on ne serait pas ici ensemble aujourd'hui. Donc, chaque cas est particulier, singulier, puis nécessite une réflexion qui est au cas par cas par rapport notamment aux différentes options, différentes alternatives qui s'offrent à nous. Donc, je vous ai illustré ici le dilemme éthique. Bon, il y en a peut-être plus qu'un dans le cas de l'administration dissimulée de médicaments, mais du moins, c'est un des enjeux éthiques qui se pose à nous. On a d'un côté l'autodétermination et de l'autre côté la protection de l'usager qui vraisemblablement a un besoin de protection, du moins en situation de vulnérabilité. Moi, je représente toujours mes dilemmes éthiques sur un continuum parce qu'on n'a pas à choisir de façon dichotomique quelle valeur est-ce qu'on va prioriser. Est-ce qu'on priorise juste l'autodétermination ou juste la protection? Dans les faits, on va se situer sur ce continuum-là. Tout le monde, je pense vraisemblablement, s'entend pour dire que ces deux valeurs-là sont importantes dans une situation comme l'administration stimulée de médicaments. Mais maintenant, laquelle est-ce qu'on priorise, à quel degré et pourquoi? Ça nécessite une réflexion qui est un petit peu plus nuancée. Mais certainement, on n'est pas là pour vous dire de prioriser une ou l'autre de ces valeurs-là de façon dichotomique. Quand on priorise trop une valeur au détriment d'une autre, tout à l'heure, je vous disais que prioriser une valeur va être associé à des bienfaits, à des avantages particuliers. Trop prioriser ou accorder trop d'importance à une valeur, dans ce cas-ci l'autodétermination, peut amener différentes préoccupations, notamment en termes de sécurité. Donc, si on est face à une personne qui refuse la médicamentation ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle ne peut pas, par exemple, représenter un danger pour elle-même ou encore pour les autres usagers en CHSLD, pour le personnel? Donc, un trop grand respect de l'autodétermination, notamment dans un contexte où est-ce que la personne a un besoin de protection ou est en situation de vulnérabilité, peut avoir un impact sur sa sécurité ou même celle des autres. On peut aussi questionner en matière de consentement libre et éclairé. Est-ce que la personne qui refuse cette médicamentation, par exemple, est apte à consentir à ce soin-là? Est-ce qu'elle comprend bien? Est-ce que sa décision est éclairée? Est-ce qu'elle comprend bien les risques associés au fait de prendre la médication, mais aussi de la refuser? Donc, ce sont quelques préoccupations en lien avec le fait d'accorder trop d'importance à une valeur, dans ce cas-ci, l'autodétermination. Mais on a le même constat si on se retrouve à l'autre bout du continuum à survaloriser, par exemple, la protection ou la sécurité de l'individu. Donc, on se retrouve un peu, ou du moins, on est sujet à être dans une dynamique de paternalisme dans laquelle on manque de considération peut-être pour les valeurs propres à l'individu, ses préférences, ses souhaits. On s'entend que c'est pas parce qu'on est inapte à consentir ou qu'on a un besoin de protection, qu'on est en situation de vulnérabilité, qu'on n'a plus d'autonomie résiduelle. Donc, on essaie de donner la voix le plus possible tout de même aux usagers, même lorsqu'ils n'ont pas pleinement les facultés cognitives pour prendre les meilleures décisions dans leur intérêt. Évidemment, c'est un bris de leur liberté que de médicamenter ces personnes-là à leur insu, on s'entend bien. Et ça peut nous mettre dans une situation où est-ce qu'on est en surprotection. Donc, on est dans des mesures qu'on va mettre en place et qui ne sont pas forcément proportionnelles au risque, à la gravité de la situation qui est en place. On peut se retrouver à vouloir trop bien faire, trop protéger, puis bon, à vouloir trop bien faire, des fois, on peut causer du tort ou on peut être dans une dynamique malfaisante. Évidemment, on se retrouve aussi dans une dynamique où est-ce qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs, une relation inégalitaire dans laquelle ce sont les intervenants qui vont prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'usager, mais en même temps qui ne favorisent pas forcément les échanges, le partage de préférences, la collaboration, la prise de décision partagée, évidemment. Et finalement, le bris de confiance, on s'entend que si la personne, comme Vincent l'a bien mentionné, si la personne apprend qu'elle est médicamentée à son insu, il peut y avoir des répercussions significatives sur le lien de confiance. On va y revenir un petit peu plus tard.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer quelle valeur est-ce qu'on doit prioriser, comment, où est-ce qu'on se positionne sur la balance? Évidemment, j'ai pas de réponse toute faite à ça. Ça dépend du cas par cas. Mais la valeur, le principe de proportionnalité nous aide à essayer de se situer sur ce continuum-là. Puis la proportionnalité nous amène à avoir des préoccupations, entre autres pour divers éléments. La singularité du contexte. Qu'est-ce que cette situation-là a de problématique? C'est correct de faire une exception dans certains cas pour un patient parce que le cas particulier, le contexte le justifie. Est-ce qu'on ferait la même chose pour tous les patients dans cette situation-là? Peut-être que oui, parce qu'on peut en faire une généralité, une normativité, peut-être que non également. Ça peut être aussi en lien avec le portrait clinique, les ressources disponibles, qui autant humaines que matérielles. On prendrait peut-être pas la même décision si on avait une baguette magique et qu'on avait infiniment de ressources humaines et matérielles à notre disposition, ou si les parties prenantes qui sont impliquées. Le fameux équilibre entre les bénéfices et les risques, on s'entend que l'administration dissimulée de médicaments, c'est pas notre première option. C'est généralement une option de dernier recours qu'on est allé au bout de notre obligation de moyens. Mais pour justifier cette pratique-là, il faut que les bénéfices de brimer l'autonomie de l'individu surpassent largement les risques auxquels on l'expose, ou du moins qu'il y ait une justification clinique, éthique derrière les risques auxquels on expose cette personne. Au final, même nos responsabilités professionnelles. Donc, voilà un peu comment la proportionnalité peut nous aider à valoriser une valeur ou plutôt qu'une autre dans une situation donnée. D'autres exemples de valeurs, en fait, qui sont inhérentes à l'analyse, en fait, de cette situation-là, c'est bon, l'autonomie, j'en ai parlé quand même beaucoup jusqu'à présent. Je reviens à mon fameux équilibre bénéfice-risque pour qu'on justifie les bénéfices de brimer l'autonomie, surtout dans la société dans laquelle on évolue. On est très, très pro-autonomie. C'est la dernière chose qu'on va faire comme soignant, d'essayer de brimer l'autonomie d'une personne. Notre contexte juridique est très, très enchâssé aussi dans le principe, dans le respect de l'autonomie de chacun. Donc, ça nous prend des bonnes raisons. Il faut que le jeu en vaille la chandelle parce que brimer l'autonomie d'une personne, ça va affecter directement sa dignité, même son intégrité plus largement. La bienfaisance également, donc, on parle souvent de ce principe-là, mais qu'est-ce que ça veut dire agir avec bienfaisance? D'emblée, ça implique de ne pas faire de tort inutilement, de ne pas causer davantage de tort, même des fois d'exacerber des vulnérabilités existantes, mais bienfaisant pour qui? Donc, on peut agir avec bienfaisance pour le personnel en je caricature, là, on peut médicamenter un patient à son insu parce que monsieur, madame est très, très demandant en termes de soins, etc. C'est dur, c'est long, lui demander son consentement. Ça peut être très, très bienfaisant pour le personnel. Mais est-ce que c'est bienfaisant pour la personne, pour l'usager? Pas forcément. Donc, c'est important d'avoir cette réflexion-là entre les bénéfices et les risques de l'administration dissimulée de médicaments, autant pour l'usager, surtout pour l'usager, je dirais, mais aussi dans le reste du continuum, donc pour ses proches, pour les autres résidents du CHSLD, pour le personnel, etc. Et finalement, une valeur qui, pour moi, ressortait beaucoup des différentes présentations, c'est celle du courage. Donc, quand on parle de conformisme, tu sais, que c'est difficile, il ne faut pas oublier que c'est difficile de faire la bonne chose, de dire ce qu'on pense, d'aller à l'encontre d'une pensée groupale, parce qu'il peut y avoir des répercussions négatives qui sont associées, autant d'un point de vue personnel, professionnel, on peut penser à du stigma, des préjugés, tout ça. Donc, il peut y avoir des répercussions négatives au fait de faire la bonne chose, mais n'en demeure pas moins que ça demande énormément de courage et ça peut avoir des répercussions négatives comme favoriser le lien de confiance. Je vous dirais qu'en éthique, on a beaucoup de demandes aussi d'équipes qui nous sollicitent parce que, bon, quoique l'administration de médicaments est une pratique courante dans les équipes, on a plusieurs personnes qui remettent en question, sont rendues très loin dans leur processus réflexif, dans leur équilibre bénéfice-risque, parce que c'est très difficile d'aller à l'encontre de leurs équipes et parce qu'au final, cette pratique-là génère des enjeux autant d'une perspective personnelle que professionnelle. Donc, le courage est à quelque part une manière aussi de favoriser ce lien de confiance-là qu'on a avec l'usager parce qu'à la fin de la journée, on est là pour l'usager, on est là pour agir dans son seul, dans son meilleur intérêt, malgré les contraintes institutionnelles, organisationnelles auxquelles on n'a pas le choix de se plier. Donc, je ne suis pas ici pour vous convaincre de l'importance de préserver un lien de confiance. Je pense que vous savez à quel point c'est primordial. C'est la pierre angulaire dans la relation de soins. Puis l'administration dissimulée de médicaments
est que ce soit justifié, justifiable d'un point de vue éthique ou non, n'en demeure pas moins que ça devrait être toujours une pratique de dernier recours parce que c'est très, très intrusif, comme je le mentionnais. C'est une atteinte à l'autonomie de la personne. Donc, on peut se questionner pour vraiment préserver la relation de confiance qu'on a avec l'usager. Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on est allé au bout de notre obligation de moyens, au bout de notre créativité? Est-ce que d'autres moyens moins intrusifs pourraient être mis en place avant qu'on saute sur cette option-là, qui peut-être est plus facile, peut-être réglerait tout, mais qui est certainement plus intrusive, certainement plus lourde de conséquences? Est-ce qu'on a bien fait ce calcul entre les bénéfices et les risques-là? Autant au niveau clinique, il peut y avoir des bénéfices au niveau clinique de procéder, d'utiliser cette pratique-là. Est-ce que les bénéfices valent les torts, en fait, autant au niveau psychologique, relationnel qu'on peut exposer l'usager, même au niveau physique, on peut penser qu'il peut avoir des conséquences, entre autres, on mentionnait sur l'alimentation, les effets secondaires, etc. Donc, où est-ce qu'on se situe dans notre équilibre bénéfice-risque en termes de proportionnalité? Et finalement, qui peuvent être nos alliés? Est-ce que, bon, on travaille en équipe, on est un paquet d'intervenants à connaître monsieur, madame. Est-ce qu'on peut sortir de nos horizons? Est-ce qu'on a vraiment pensé à tout? Est-ce qu'on peut aller chercher, je ne sais pas moi, une expertise externe en dehors de notre équipe pour essayer de nous faire voir la situation différemment avant de se résoudre à faire l'administration dîner de médicaments? Donc, rapidement, en conclusion, ben, c'est très important de considérer le contexte, la particularité de la situation dans laquelle elle prend part, autant en termes de caractéristiques individuelles de l'usager que la perspective aussi des intervenants. Évidemment, il faut travailler en équipe. C'est pas une situation simple. Là. Je pense que le midi aujourd'hui, la présentation aujourd'hui vous a mis en lumière que c'est pas quelque chose de très c'est quelque chose de très, très complexe. Restons pas seuls avec ces préoccupations-là. Allons chercher des alliés qui peuvent nous soutenir là-dedans. Et finalement, ben, user de notre jugement clinique, c'est une solution de dernier recours. Puis assurons-nous tous ensemble, en allant chercher les expertises qui peuvent être bénéfiques, d'aller au bout de notre obligation de moyens, de mettre en place des stratégies qui peuvent être moins intrusives lorsque possible, évidemment, parce que, je vous apprends rien encore une fois, la confiance se construit pas à pas, mais ça s'effrite vraiment rapidement. C'est très long à construire aussi une relation de confiance. Donc, voilà pour cette présentation. Un grand merci, Marie. Je suis désolée. Un grand merci. Désolée, je vais m'afficher. Un grand merci, Marie-Alexandra. On comprend qu'un dilemme éthique, c'est une question de singularité du cas, donc c'est important à prendre en considération. Aussi la proportionnalité de la décision. Donc, merci. Je pense que ça conclut très bien le panel d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, on n'a pas eu de questions dans le Q&A. Donc, je ne sais pas si nos panélistes voudraient d'abord revenir en présentiel. Donc, merci. Et je ne sais pas si on a décidé d'ouvrir les micros. Donc, s'il y aurait des questions dans la salle à nos gens. Donc, je vois qu'il y a Mme Hélène Leblanc qui a une question. Donc, Mme Leblanc, je vous cède la parole. Madame Leblanc, est-ce que c'est possible de... Denise, est-ce qu'on a le micro de Mme Leblanc semble être désactivé? Oui, le micro est ouvert. Oui. Mais si on peut peut-être passer à une autre personne si Mme Leblanc a un souci avec son micro. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Madame Leblanc, est-ce que vous voulez réessayer? Ben, je vais me lancer. Donc, je comprends que ce n'est pas toujours facile. On comprend qu'on ne peut pas toujours être allié face dans des situations. Comment on agit quand on souhaite être allié, mais que l'usager ou la personne à qui on veut être allié, cette personne-là ne souhaite pas qu'on le soit? Donc, je lance la question, le dilemme. Je pense qu'en tant que personne, on a peut-être des compatibilités avec certaines personnes, moins avec d'autres. Donc, je ne sais pas si ça peut rentrer dans la dimension de comment on agit pour être allié avec des personnes comme ça. Puis je lance la question aux quatre panélistes. Annie, tu veux te lancer? Je te laisse. Allez.
Ben, si personne d'autre a levé la main. En fait, moi, je reviendrai à tenter avec cette personne-là de comprendre pourquoi elle ne veut pas. Quand tu as été opprimé pendant des années, quand tu sais que ta voix ne compte pas, quand tu sais que tu n'as pas de pouvoir, le sentiment d'impuissance peut être grand. Donc, est-ce que cette personne-là ne souhaite pas qu'on agisse parce que tout simplement, elle a peur ou elle est complètement, elle n'y croit plus? Donc, je reviens à la notion d'empowerment, là. Comment est-ce que je peux aller chercher la petite fibre en cette personne-là d'emblée pour lui redonner euh, croyance en ses capacités ou en tout cas en nos capacités conjointes de travailler vers quelque chose. Mais c'est sûr que là, on reste à la notion d'allié en un à un. On n'est pas face à un groupe, là. Mais c'est certain que moi, j'irais forer cet aspect-là en premier pour comprendre pourquoi elle ne veut pas. Il peut y avoir de bonnes raisons pour lesquelles elle ne veut pas, mais il peut y avoir aussi tout simplement un découragement tellement grand d'être devant l'Everest que ça ne tente juste pas de mettre de l'énergie là. Mais je suis sûre que Pierre aurait une meilleure réponse. Ah, c'est en complément, en fait, votre intervention, Annie, me fait penser aussi à plusieurs éléments. Quand on parle aux dimensions structurelles, je pense que le fait d'être témoin de pratiques qui sont questionnables pousse des fois certaines personnes à agir, même si on n'est pas dans une demande expresse d'une personne. Donc ça, je pense que ça fait partie également des leviers d'action qui sont à notre disposition. Et je rajouterais à ça, il y a un présupposé qui est problématique, c'est qu'on est toujours la bonne personne pour être un allié. Et ça, c'est l'autre aspect. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, le mandat qui est accordé à des professionnels de la santé va être par nature incompatible avec cette posture-là, hein. Le fait, par exemple, d'appliquer des mesures de contrôle, est-ce qu'une personne qui est dans le processus de mesure de contrôle va être systématiquement la meilleure personne pour agir comme allié? Euh, je- Moi, j'en doute dans certaines circonstances. Donc, ce présupposé-là qu'on est toujours la meilleure personne pour agir comme allié peut être un peu déconstruit, remis en question, puis finalement nous pousse des fois à nous questionner sur OK, mais si je reprends l'exemple d'une des mises en situation où on a référé à un organisme de défense des droits, pour moi, ça, c'est une pratique qui est justement très intéressante à analyser parce qu'on n'est pas nécessairement dans quelqu'un qui s'exprime à titre d'allié, mais qui agit un peu plus en arrière-plan pour faire en sorte que les personnes reçoivent les bons soins par les bonnes personnes parce que peut-être qu'on se dit qu'on n'est pas dans la position pour le faire actuellement. Et ça, je pense que ça amène un élément de réponse à ce qu'Annick disait, là. Merci beaucoup, Pierre. Une belle réflexion, une belle façon de positionner la situation. Il y a Marie-Alexandra qui souhaite commenter également ou répondre à la question. Puis par la suite, il y a aussi Vincent. Donc, Marie-Alexandra, la parole est à toi. Merci. Ben, en fait, j'allais faire du pouce un peu sur ce que Pierre a mentionné. C'est important des fois de reconnaître qu'on a peut-être pas d'affinité. On n'est peut-être pas, oui, la meilleure personne de par le contexte de soins dans lequel on intervient, mais des fois, on n'a peut-être pas autant d'affinité avec la personne qu'on le voudrait. Il y a des gens avec qui on est capable d'aller très, très loin dans la relation thérapeutique parce qu'il y a cette confiance-là qui nous tient. Dans d'autres cas, c'est plus difficile. Puis je fais aussi un petit peu du pouce sur la notion de confiance. Des fois, on a des usagers qui ont des a priori, non pas envers nous, mais envers le réseau de la santé, envers leur prise en charge et tout ça. C'est important de déconstruire ça aussi, je pense, parce qu'on a des gens avec des stéréotypes ou des appréhensions à tout le moins. Puis je pense que c'est important, comme Annie disait, de questionner quel est le malaise, comment est-ce que je peux intervenir si c'est pas en me plaçant dans une position d'allié, comment est-ce que je peux minimalement répondre aux besoins de cette personne-là, à ses interrogations. Merci beaucoup, Marie-Alexandra. Vincent, je vous cède la parole. Oui, je voulais faire du pouce sur tout ça. C'est très intéressant comme discussion. Je voulais juste ajouter mon petit grain de sel que je pense on a cette tendance-là en général dans la profession, mais dans plein d'autres domaines aussi, à beaucoup voir ces enjeux-là de façon individuelle, de façon ici et maintenant, entre les deux personnes. Fait que sans que c'est pas un conseil très pratico-pratique, là, mais je pense que c'est quand même important de se resituer dans le contexte socio-historique de comment que la relation se passe. Tu sais, j'ai des étudiants des fois qui me disent ouais, mais je comprends pas pourquoi qu'il veut pas ou pourquoi qu'il elles perçoivent ça comme moi, je sais pas, Véronique, peu importe. Moi, Véronique, je suis une bonne infirmière, tu sais, pourtant, je fais de mon mieux, mais c'est pas nécessairement contre Véronique qu'il y en a, c'est pour certaines populations, tu sais, je pense par exemple aux personnes autochtones, on part avec 2, 3 prises déjà là, de
qu'on doit faire pas mal plus de pas pour aller regagner cette confiance-là, pas juste comme individu, mais comme profession, comme groupe. Fait que peut-être le but de l'intervention, c'est peut-être de rappeler que c'est pas juste une question justement individuelle, mais aussi la profession complète doit se faire voir comme une alliée, puis ce qui n'est pas toujours évident finalement. Merci Vincent. Donc, on a une question. Donc, comment changer les mentalités des pairs? Donc, comment on peut prendre la place qu'offre le rôle, si nécessaire, auprès de notre clientèle qui est vulnérable, qui peut être marginalisée, donc, et maintenir notre position. Puis, qui peut nous soutenir? Donc, c'est une question qui a été lancée. Je ne sais pas, je parle à Vincent, mais c'est une question dans le chat. Donc, je ne sais pas, elle s'adresse aux 4 panélistes. J'essaie de la retrouver. Elle est écrite dans la conversation? Ben, Elle est écrite dans ma conversation, mais voilà. Je peux peut-être dire rapidement, mais c'est pas, je ne suis pas un expert sur la question de la posture d'allié non plus, mais par contre, j'accompagne souvent des étudiantes qui commencent dans des milieux et tout ça. Puis une chose sur laquelle on revient souvent, c'est le pouvoir d'être soi-même un exemple finalement, comment qu'on agit, surtout quand on commence à avoir une certaine position de leadership dans une équipe, puis pas de leadership, je parle pas nécessairement d'un leadership formel, là, d'un poste d'adjoint, peu importe, mais juste les gens nous regardent, puis quand on parlait de détresse, quand je parlais tout à l'heure de détresse morale, d'agir en fonction de ses principes, de ses valeurs, ça peut avoir un impact, ça peut contaminer positivement un peu les autres personnes autour de nous. Puis c'est de même, ultimement, que ça peut changer tranquillement au fil du temps une culture quand on remet en question ces choses-là de façon ouverte, puis qu'on agit par l'exemple. Mais je dis ça comme si c'était hyper facile à faire, là. Évidemment, c'est difficile, ça prend beaucoup de courage pour le faire, dépendamment du contexte, mais je pense que ça passe par là quand même. Tout à fait, Vincent, merci. Donc, Marie-Alexandra, je vois que tu souhaiterais réagir également. Oui, ben, ça va un peu dans le même sens que ce qu'a mentionné Vincent. Moi, je pense qu'on sous-estime souvent le pouvoir de l'authenticité. J'enseigne à des ergothérapeutes à la maîtrise, puis j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me dire, mais comment comment est-ce que je peux faire valoir mon intention d'être là, de bien faire? Moi, je me donne, j'y pense le soir à ce patient-là. Comment est-ce que je peux faire valoir cette intention-là, que je suis bienveillant, je suis là pour lui, on dirait que mon patient ne le voit pas. Puis ma réponse est toujours vraiment plate, mais toujours la même. Mais pourquoi tu n'es pas toi-même? Avant d'être un ergothérapeute, n'en demeure pas moins que tu es un humain avec des valeurs, des intentions. Pourquoi ne pas le nommer? Évidemment, de le nommer dans un contexte professionnel avec le respect, mais on peut peut-être pas tout dire à nos patients, tout ça, mais à la fin de la journée, l'intention que vous avez, pourquoi ne pas la mentionner au patient qui est devant vous? Pourquoi ne pas reconnaître des difficultés ou des injustices que le patient vit si vous, comme professionnel, vous les reconnaissez aussi? Évidemment, dans le comment, mais je pense que l'authenticité permet de changer les mentalités puis de déconstruire certains mythes ou certains stéréotypes qui peuvent être associés à certaines professions ou plus largement là, au réseau de la santé. Tout à fait, merci. Je pense qu'il faut demeurer qui on est, effectivement. J'ai un commentaire dans le chat, puis une dernière question par la suite, compte tenu que le temps avance. Donc, je vais faire lire le commentaire qu'on a reçu. Il y a tellement de liens à faire sur l'impact de l'allié en réunion interdisciplinaire. Donc, qu'est-ce qui influence la qualité d'allié face aux autres professionnels? Donc, je pense que c'est vrai, effectivement, c'est un commentaire très pertinent. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir rapidement, puis par la suite, je passerai à l'autre question. Peut-être rapidement de mon côté, si on prend le contexte d'une réunion interdisciplinaire, ce qu'on voit dans la posture de l'allié, de ce qu'on connaît également, je prendrais l'exemple des études qu'on a, par exemple, pour les alliés pour tout ce qui relève de la communauté LGBTQI+. Souvent, c'est que l'allié va décider de ne pas se mettre de l'avant lui-même, mais peut-être de sensibiliser son équipe au fait que les personnes premières concernées devraient peut-être s'exprimer sur la question. Donc, des fois, une action assez simple à faire dans une équipe, c'est justement de mentionner cet aspect-là, de dire, mais est-ce que les personnes ont été consultées? Si, par exemple, il y a des pairs aidants dans une équipe, est-ce que ces personnes-là ont été mobilisées dès le début des consultations ou finalement, on arrive à la fin avec une décision qu'on a besoin finalement de rendre un peu plus légitime? Et ça c'est des changements de culture de pratique qui s'opèrent assez facilement, mais qui prennent, comme on disait tantôt, du courage. Puis également qui nécessitent une réflexivité dans un contexte interdisciplinaire de dire, OK, là,
La question, ce n'est pas nécessairement de savoir comment moi je me définis, je me défends comme allié, mais plutôt comment j'utilise ce privilège-là pour faire en sorte que le pouvoir, les relations de pouvoir soient un peu mieux distribuées à l'intérieur de l'équipe. Et ça, c'est un exemple là, que j'avais envie de nommer pour répondre à cette question-là. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, c'est un très bon point. Je vais poser la dernière question parce que le temps avance, puis je sens on est sur une lancée, puis il pourrait y avoir effectivement beaucoup de discussions, beaucoup d'autres questions. Donc, ça a soulevé les passions, je pense. Mais la dernière question, c'est dans quelle mesure les connaissances scientifiques alimentent-elles les réflexions éthiques? Dans quelle mesure est-ce qu'une source de connaissances reconnue selon vous dans un cadre de dilemme éthique serait vécue sur le terrain? Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer pour répondre. Pierre, J'ai vu que Vincent avait levé la main, donc je vais peut-être lui laisser la parole, puis j'interviendrai après si vous voulez. Super, merci. Ben, c'est tellement une question excellente. C'est la question qui hante mes pensées constamment, puis qui probablement va être la fondation de ma future programmation de recherche, là. Il y a tout un domaine de recherche qu'on appelle la bioéthique empirique qui vise à explorer finalement à quelle mesure des études empiriques peuvent ou devraient pas seulement guider les réflexions éthiques, mais même répondre potentiellement à des réflexions éthiques. Ça peut aller loin, il y en a qui vont loin dans jusqu'où ça peut faire. Je pense que ça dépend comment qu'on a fait cette étude-là. C'est sûr que une grosse étude randomisée randomisée plus une étude clinique va peut-être soulever des questions, alors que d'autres études vont, comme qu'est-ce que je prétends aller faire, s'attaque directement à un enjeu, essayer de mieux le comprendre, essayer de peut-être même voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ça dépend beaucoup, la question. C'est pas mal la réponse qui revient souvent, hein, ça dépend. Mais il y a beaucoup de développement de ce côté-là là, dans les dernières années, les 10-15 dernières années, je dirais, là, de plus en plus. C'était vu comme étant deux domaines distincts depuis très longtemps, la philosophie puis la science, puis il y a un rapprochement qui se fait depuis très, très longtemps, puis qui va probablement continuer à se faire, mais qui n'est pas très, très développé en sciences infirmières encore. Fait que probablement que d'ici quelques années, on va pouvoir continuer d'en parler. certainement. Puis je pense qu'il va y avoir de l'avenir beaucoup avec des travaux de recherche comme vous souhaitez faire. Donc, je vais céder la parole. Il y a Annie qui a levé la main. Moi, je vais le prendre sous un autre angle. Moi, je l'ai compris dans le sens, toutes les connaissances quelle est la place dans la réflexion éthique. Puis je dirais qu'elle est déjà là, puis toute connaissance doit faire partie essentiellement d'une réflexion éthique, mais elle ne devra jamais se substituer, je pense, parce que par définition, une réflexion éthique appelle à considérer une situation particulière avec toutes les réalités qui l'entourent, qui ne se reproduisent jamais deux fois si on y pense. Puis elle amène les gens en place à assumer leur décision, la légitimer dans le contexte. Donc, il faut absolument tenir compte de toutes les connaissances scientifiques pour bien réfléchir. Ça fait partie d'eux, mais il faudra toujours qu'il y ait un humain au bout qui réfléchit, là, Ça revient un peu au principe de la singularité du cas ou de la situation qui est devant nous, comme Marie-Alexandra a mentionné. Puis on ne peut pas non plus nier l'apport de s'asseoir ensemble pour réfléchir de façon à évoluer ensemble vers une décision qu'on trouvera acceptable ou la moins difficile, peu importe Tout à fait. Merci beaucoup, Annie. J'ai deux autres interventions, donc Marie-Alexandra, puis je vais les conclure par la suite, laisser la parole à Pierre pour conclure la question. Ben, en fait, c'était pour faire du pouce sur ce qu'Annie disait. Comme conseillère en éthique, quand on reçoit des demandes, nécessairement, nous, on fait un tour de roue de la littérature scientifique. Donc, ce serait inadéquat ou non représentatif de notre pratique de dire qu'on s'en va dans les équipes. On a quand même à cœur d'inclure la scientificité, les résultats scientifiques. On se tient à jour, puis ça, c'est pratique courante pour nous dans notre pratique. Un exercice, moi, que j'aime bien faire en délibération ou avec les équipes, c'est d'identifier, ben, ça a été identifié dans la littérature. Comment vous, maintenant, le vivez-vous personnellement? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc, comme Annie le disait, on va bien au-delà de ce qui a été identifié, mais comment est-ce que les équipes le vivent? Mais n'en demeure comme moi qu'on fait quand même ce tour de roue-là pour se tenir à jour de la littérature scientifique, c'est certain. Effectivement. Merci, Marie-Alexandra. Pierre. Oui, ben, je compléterai en disant que, puis moi, évidemment, mes recherches sont plus dans la santé mentale, là, donc dans les mesures d'exception.
Puis on dit souvent, ce qui est nécessaire n'est pas nécessairement efficace. Donc, on a des études d'efficacité sur les mesures de protection et on voit que cette efficacité-là tarde encore à être démontrée. Par contre, dans certaines situations, elles sont nécessaires. Donc, il y a cette différenciation-là à faire entre l'argument de nécessité puis l'aspect d'efficacité qu'on est capable de relever là, à l'intérieur des études. Puis il y a toute la mise en œuvre aussi. Tu sais, les normes comme les connaissances n'ont pas d'agentivité. Elles sont toujours interprétées par un agent qui est un intervenant du domaine de la santé, une infirmière, médecin, travailleur social, ergothérapeute, intervenant communautaire. Et c'est à partir de cette agentivité-là, en fait, que les connaissances sont mises en œuvre, sont actualisées. Euh, pour reprendre un peu un exemple typique, on sait très bien ce qu'il faut faire dans le cas d'une dépression, mais on va toujours prendre en compte les préférences de la personne également. Donc, il y a ce que la science nous dit, puis la façon dont on l'applique. Ce sont deux choses qui sont dans un continuum, mais qui sont très différentes là, en termes de nature. Merci beaucoup, Pierre. Je pense que ça a été une conférence, un webinaire qui a été d'intérêt pour tous les gens. Je lis les commentaires dans les chats. Vous donnez le goût à des personnes de poursuivre des lectures sur le sujet. Donc, je pense que vous avez vraiment suscité des questionnements, des réflexions qui sont fort pertinents. Puis je pense que ça a amené une belle réflexion, une belle présentation d'échange. Donc, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir participé comme panéliste. Donc, Pierre, Annie, Marie-Alexandra et Vincent, là, ça a été vraiment un plaisir de vous entendre et de vous écouter. Puis, plaisir partagé selon les commentaires que je reçois et les mains d'applaudissements et les cœurs qu'on a en émoticône. Donc, chapeau à vous. Je tiens à rappeler aussi aux personnes qui ont assisté au webinaire qui vont recevoir un courriel avec les liens pour pouvoir accéder soit au PowerPoint ou soit à l'enregistrement qui va être sur YouTube. Et finalement, pour les personnes qui sont membres ou plutôt employés du CIUS du Centre-Sud, si vous souhaitez faire reconnaître la formation, ne pas oublier de remplir le formulaire. Donc, encore une fois, un chaleureux merci d'avoir suscité autant de questionnements éthiques. Je pense qu'on est en éthique, donc veut pas, on n'a jamais de réponse tranchée, mais c'est ça qui fait le charme de l'éthique, c'est ça qui fait le charme de la réflexion ensemble. Donc, merci aux 4 panélistes et merci aux personnes qui ont participé, qui ont assisté au webinaire. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci, au revoir.